moi ce soir, voilà, je me présente, Justine Vidal, je travaille pour le Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, je vais vous parler de la biodiversité dans les terrains militaires. Donc un peu en général, et puis après on prendra l'exemple concret du camp militaire d'Avon en Deux-Sèvres. Alors souvent on a tendance à opposer les camps militaires et puis les espaces naturels. Ben, c'est pas forcément vrai, on va essayer de le démontrer ce soir. Souvent dans les terrains militaires, il y a une partie des surfaces qui ne sont pas utilisées pour les activités militaires. Par exemple, pour prendre un exemple que l'on connaît en Nouvelle-Aquitaine, le camp de Montmorillon, qui est en Vienne. Voilà, sur les 1637 hectares de surface, l'activité principale militaire, elle se déroule essentiellement dans le nord du camp, notamment par l'entraînement pour le tir et puis quelques manœuvres à pied. Donc vraiment le gros de l'activité, par exemple, va se trouver sur le nord du camp, sur un gros tiers du camp. Donc en fait, ça permet, je dirais, à la nature de pouvoir s'exprimer sur le reste du terrain. Et donc, sur de nombreux camps, c'est un peu ce qui se passe. Tout le camp n'est pas forcément utilisé par de la surface, je dirais, humaine, anthropisée, artificialisée. Au niveau national, on a environ 200 000 hectares de terrains militaires qui font l'objet d'au moins un classement. Donc classement SNIEF, parc naturel, Natura 2000. Alors SNIEF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Donc ce sont des zones inventoriées et remarquables pour la présence d'espèces protégées, d'espèces rares. Parc naturel, ça parle un peu plus à tout le monde. Et puis Natura 2000, pour faire simple, Natura 2000, c'est un réseau de sites désignés pour protéger un certain nombre de milieux ou d'espèces vulnérables à l'échelle européenne. Voilà, donc on a environ 200 000 hectares de terrains militaires qui font déjà l'objet d'un classement. Depuis de nombreuses années, le ministère des Armées aussi s'implique de plus en plus en faveur de l'environnement. Alors si je reviens suffisamment en arrière, on va dire année 2000, il y a une première circulaire du ministère de la Défense qui désigne la Fédération des conservatoires d'espaces naturels comme un partenaire privilégié dans la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel sur les camps militaires. En 2013, il y a un protocole d'accord entre le ministère de la Défense et le ministère de l'Environnement sur la prise en compte du patrimoine naturel dans les camps militaires. Donc voilà, ça commence à bouger même à l'échelle ministérielle. On a également la création d'un fonds d'intervention pour l'environnement. Donc le ministère des Armées finance des interventions en faveur de l'environnement sur les camps. Le ministère des Armées, alors il fait même plus que participer à 2 programmes LIFE, il coordonne 2 programmes LIFE en ce moment. Donc alors les programmes LIFE, ce sont des programmes financiers de la Commission européenne qui financent des projets qui sont dédiés au domaine de l'environnement ou du climat. Donc aujourd'hui, on a 50 camps, donc pour environ 80 000 hectares, qui sont conventionnés avec un conservatoire d'espaces naturels. Donc ici, pour ce qui nous concerne, le conservatoire Nouvelle-Aquitaine, les 12 camps sont conventionnés pour environ 13 000 hectares. Alors je ne vais pas détailler le travail du conservatoire, ce que c'est qu'un conservatoire, comment ça fonctionne, parce que pour ça, vous aurez une causerie identique à celle de ce soir à 18h30 le vendredi 7 mai, qui reprendra les 25 ans d'action du conservatoire, qu'est-ce qu'un conservatoire, comment ça fonctionne, ses missions, ses actions, etc. Donc sans rentrer trop dans le détail, s'il y a une chose que vous devez retenir du conservatoire d'espaces naturels, c'est que le conservatoire, il fait de la maîtrise foncière ou d'usage pour préserver à long terme les espaces naturels.
Donc soit de la maîtrise foncière, donc de l'acquisition de parcelles, soit de la maîtrise d'usage par de la convention de gestion ou de la location. Donc ça, c'est vraiment le cœur du métier du conservatoire. Si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est ça. Ici, ce qui va nous intéresser en Deux-Sèvres, donc vous avez la comparaison des surfaces et des sites en région et en Deux-Sèvres. Oui, Sabrina, j'ai fait un teasing sur l'animation du 7 mai, effectivement. Ce qui va nous intéresser là, ce sont les 972 hectares en convention de gestion en Deux-Sèvres, parce que sur ces 972 hectares, il y en a 937 qui sont dédiés à des conventions avec 2 terrains militaires. Alors ce soir, je vous en parle que d'un, donc du principal, qui est le camp d'Avon, qui est situé sur la Croix-Rouge sur la carte, donc à l'est des Deux-Sèvres, en limite avec le département de la Vienne. Donc on se situe à peu près entre Niort et Poitiers. Ça va, c'est toujours clair, pas de questions pour le moment. On continue. Donc là, on va effectivement se recentrer sur le camp d'Avon. Donc le camp, il fait 870 hectares et il sert de terrain d'entraînement aux élèves de l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Vexin-l'École, donc souvent appelée l'ENSOA. Il sert essentiellement pour de l'entraînement au combat à pied. On n'a pas d'engin sur le site. Il y a également des zones de bivouac et puis des courses d'orientation qui sont faites. On a également, après de l'explosif et de l'entraînement au tir, mais sur des zones très localisées. Ces 870 hectares, ils sont classés en Natura 2000. C'est pour ça tout à l'heure j'insistais un petit peu sur ce qu'était un site Natura 2000, hein, donc un site désigné à l'échelle européenne, pour la préservation de milieux ou d'espèces qui sont désignés par l'Europe. Et bien là, typiquement, vous avez en grand une photo du type de milieu qui permet la désignation de site Natura. En face de vous, vous voyez donc des grandes étendues de pelouses calcaires, donc on appelle ça aussi des pelouses sèches à orchidées. Milieu qui se raréfie, hein, qu'on retrouve de moins en moins maintenant. On arrive encore à en trouver dans quelques coteaux qui sont en déprise agricole, mais d'aussi grande surface que sur le camp militaire, donc c'est extrêmement rare. Le camp, il a été également désigné site militaire, on va dire, au début des années 50. Ce qui fait que depuis quasiment 70 ans, ça n'a pas eu d'autre vocation que de l'activité militaire. Et donc on n'a pas d'urbanisation, on n'a pas d'agriculture intensive. Donc on est vraiment sur le milieu et le paysage, grosso modo, qui devait être là dans les années 50. Une petite photo aérienne pour vous localiser les 870 hectares, voilà, pour montrer un peu le... Alors je vois que sur l'écran, c'est vrai que ça déforme un petit peu le format paysage, mais ça donne une bonne idée. Voilà, de l'implantation du camp dans le paysage agricole autour. On peut deviner, alors je ne sais pas si vous voyez, voilà, mon petit curseur, hein, on peut deviner les fonds de vallée qui sont ici, hein, qui en cette période de grosses eaux coulent bien et s'écoulent et vont donner le ruisseau du Bougon. Alors pour donner quelques exemples, hein, ce ne sont que quelques exemples des espèces emblématiques du camp. Alors on va commencer par la star, hein, pour tout de suite en parler, le fameux crapaud sonneur à ventre jaune, dont vous pouvez apercevoir le plastron ventral jaune. Donc ce petit crapaud, hein, c'est celui dont on parle beaucoup sur le camp d'Avon, parce que c'est celui qui a focalisé vraiment le plus l'attention alors
des naturalistes et des militaires sur le camp. Donc c'est lui qui a vraiment focalisé les principales actions en faveur de la biodive sur le camp. On a donc en haut à gauche son copain le triton crété, donc une espèce qui elle aussi permet la désignation de site Natura 2000, inscrite dans une directive européenne. Donc on retrouve entre autres amphibiens sur le camp d'avant. Au centre, vous avez le Zorro masqué des haies, la pie-grièche écorcheur, donc, qui aime particulièrement le bocage buissonnant, donc sur le camp, elle se plaît particulièrement. En bas à droite, vous avez le courlis cendré, alors qui n'est pas une espèce de la directive européenne, mais que j'ai souhaité mettre parce que c'est quand même une espèce emblématique du camp. Voilà, c'est un oiseau dont voilà, la population ne se porte pas très bien en France, et ouais, il a décidé de nicher sur le camp. Donc il fait aussi l'objet d'attention particulière sur le camp. Au niveau flore, on a alors tout à gauche une plante à plutôt préférence méditerranéenne, mais qui se plaît bien du coup sur les pelouses sèches du camp, c'est l'astragale de Montpellier. Et puis au centre, voilà, je vous parle de pelouse sèche à orchidée, donc autant vous montrer une orchidée, et pas des moindres, parce que celle-ci, c'est l'orchis militaire, donc on trouve bien présente sur le camp, et qui n'est pas si courante que ça chez nous. Alors, donc on peut parler du partenariat qui a été monté donc entre le conservatoire à l'époque Poitou-Charentes, devenu maintenant Nouvelle-Aquitaine, mais le conservatoire Poitou-Charentes et le ministère de la Défense, devenu ministère des Armées, ont signé en 97 la première convention de partenariat écologique. Depuis, elle a été renouvelée en 2002, en 2010, en 2016. Elle devrait être renouvelée là cette année, en 2021. Donc on en profitera pour mettre à jour effectivement le nom du ministère des Armées et du Conservatoire Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez voir que la convention elle est signée en 97. Je vous disais tout à l'heure que la première circulaire du ministère des Armées qui considérait la Fédération des conservatoires comme un partenaire sur la gestion d'espaces militaires, elle date de 2000. Donc là, on était même un petit peu précurseur, cocorico, sur le partenariat avec les terrains militaires. Cette convention, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet au conservatoire de faire des propositions d'action en faveur de milieux ou d'espèces. Alors des actions soit sous maîtrise d'ouvrage du conservatoire, donc c'est le conservatoire qui réalise les travaux, évidemment avec l'aval des autorités militaires, ou alors des actions qui seront réalisées en direct par les militaires. Donc par exemple là en photo, la création de mares pour l'accueil des amphibiens, ou la réfection d'ornières qui permettent d'accueillir le sonneur à ventre jaune. Dernièrement, on a fait des propositions, alors c'est tout récent, donc il n'y a pas encore eu d'action mise en place, mais des propositions d'action en faveur des chauves-souris, avec pourquoi pas voilà, l'aménagement de certains des bâtiments du camp. C'est bon pour vous? Pas de questions? Je continue. Cette signature de convention, elle permet aussi au conservatoire de faire des recommandations dans la prise en compte des milieux ou des espèces. Alors là, je pense notamment, par exemple, au cahier des charges qui va se joindre aux amodiations des exploitants agricoles. C'est-à-dire que sur les 870 hectares, une très grande partie est entretenue par du pâturage bovin. Vous avez vu les grandes étendues de pelouse, il faut pouvoir les entretenir, donc le choix a été fait de le faire par des exploitants locaux.
Donc en fait, l'armée a des contrats, hein, tout simplement, avec 6 exploitants riverains qui viennent mettre leurs troupeaux bovins. Et donc ces contrats, voilà, sont accompagnés de cahiers des charges qui va pouvoir imposer certaines pratiques ou au contraire en interdire d'autres. Donc là-dessus, le conservatoire a pu intervenir sur des propositions de dates d'intervention, d'actions à faire ou à ne pas faire par les exploitants du camp. Alors la convention, elle permet aussi une assistance technique sur le volet environnemental. Alors ça, c'est plus au coup par coup à la demande des militaires, où on peut être sollicité voilà, pour du conseil, pour de l'assistance technique éventuellement lors de chantiers. Deux exemples là très concrets et récents. À gauche, voilà, photo du nouveau stand de tir qui a été construit. Donc, prise en compte des dates de non-intervention du chantier pour éviter de déranger la faune, prise en compte des recommandations du conservatoire pour limiter l'impact sur la flore. Tout ça, c'est mis dans les cahiers des charges et dans les plans de prévention pour les entreprises qui interviennent. Donc, on est vraiment sollicité, on apporte vraiment une assistance sur le déroulé du chantier. Et autre exemple sur ce chantier, par exemple, la préconisation et l'aide du coup à la plantation d'une haie que vous avez ici, pour à terme, puisqu'il va falloir le temps que ça pousse, mais à terme pouvoir un peu masquer voilà, le mur béton du bâtiment et donc pouvoir intégrer un peu plus paysagèrement le bâtiment. Autre exemple sur notre intervention, cet été, le concessionnaire des lignes électriques a souhaité enfouir la ligne électrique qui traversait le camp. Donc là, voilà, on m'a demandé d'intervenir sur comment faire, pour savoir si j'avais des préconisations sur ce genre de chantier. Donc ça a permis qu'on dévie légèrement le choix technique de Céolis, hein, en faisant décaler de quelques mètres finalement la tranchée pour enterrer la ligne, pour que la ligne finalement soit enterrée en bord de chemin et pas en plein milieu des parcelles de pelouse à préserver. Donc voilà quelques apports techniques qui ont été bien reçus par Céolis et acceptés complètement par les militaires. J'ai pas précisé, mais l'activité militaire, elle reste prioritaire sur le camp. Donc depuis tout à l'heure, moi je ne vous parle que de préconisations, de recommandations, de propositions. Voilà, notre travail c'est ça, c'est de proposer aux militaires de faire des actions, de limiter certains impacts. Après, l'activité militaire, elle reste prioritaire. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de soucis et finalement les préconisations sont toujours bien acceptées, bien suivies par les militaires et surtout, elles n'impactent en rien justement l'activité militaire. Donc en fait, elles n'obligent pas à changer les pratiques militaires. Merci pour vos petits messages de soutien, c'est gentil. Et puis également, donc pour finir, la Convention, elle va aussi nous demander au Conservatoire de faire de la sensibilisation aux utilisateurs du camp sur le patrimoine naturel. Alors là-dessus, c'est peut-être sur ce volet-là que pour l'instant, on n'est pas les meilleurs et qu'on a certainement encore à progresser. Là, alors on peut voir à gauche Florian de Sève Nature Environnement qui, lors d'un suivi reptile, voilà, en suivant des plaques à reptiles, il explique à un personnel du camp comment reconnaître, là c'est une couleuvre d'esculap par exemple. On a aussi la mise en place tout simplement d'un petit panneau qui signalise la présence du sonneur à ventre jaune sur un secteur pour éviter qu'éventuellement les troupes en entraînement dégradent le site et du coup puissent faire attention aux crapauds.
Voilà, puis cette convention, eh ben, elle nous demande aussi hein, d'éventuellement rechercher des financements autres que ceux de l'armée, parce que l'armée ne finance pas forcément toutes les actions qui sont menées sur le camp, et on a la chance, je vous le disais au début, d'être sur un site Natura 2000, donc on peut aussi bénéficier de financement au titre Natura 2000, donc des fonds d'Europe ou d'État. Également, cette convention va nous permettre de mettre en œuvre des suivis. Donc voilà, le conservatoire va chercher les financements, les prestataires, etc., pour pouvoir mettre en place des inventaires sur le camp. Alors jusque-là, on avait bien la connaissance quand même d'un intérêt écologique du camp, je vous en parle depuis le début, mais on avait je dirais, de graves lacunes pour certains groupes d'espèces, notamment, parce que du fait qu'on soit sur un terrain militaire, eh bien, on avait peu finalement de données naturalistes, puisque c'est pas un lieu où le public se promène, donc on n'avait pas de données de naturalistes amateurs ou professionnels qui, au gré de prospection, auraient pu noter les espèces qu'ils voyaient. Donc il nous manquait, voilà, sur certains groupes, vraiment, on manquait d'informations. Et en 2019, le ministère des Armées a débloqué un financement, donc a financé intégralement des inventaires complémentaires, qu'on a menés grâce à De Sèvres Nature Environnement. Donc en inventoriant la flore patrimoniale, les orthoptères, donc criquets, sauterelles, grillons, des papillons de jour, les papillons de nuit, chauves-souris, libellules et reptiles. On n'avait pas fait les amphibiens puisque voilà, c'était un groupe qu'on connaissait déjà bien. Tous ces inventaires complémentaires, ils ont quand même permis de nous démontrer l'importance du camp encore plus que ce qu'on espérait, avec 27 espèces floristiques patrimoniales, donc patrimoniales, c'est-à-dire protégées au niveau national, régional, ou sur liste rouge, c'est-à-dire rares, menacées, à l'échelle régionale, départementale. On a également recensé 22 espèces d'orchidées et découvert quand même une responsabilité régionale pour plusieurs espèces de sauterelles, criquets et de papillons. Je vous ai mis à droite 3 photos. Alors, ce n'est pas forcément les espèces les plus rares ou les plus spectaculaires, mais tout de même, alors le dectique verrucivore, qui est donc une sauterelle qui est quand même en danger sur la liste rouge régionale, eh bien, on s'est retrouvé à avoir, au vu des chiffres en fait, un inventaire, à se trouver vraiment une responsabilité, alors plus que régionale, on est même sur le Grand Ouest, hein, au vu des populations qui sont présentes sur le camp. L'azuré des citis, pareil, papillon classé en danger sur la liste rouge régionale, est bien présent sur le camp. Et puis le procris de la Jacée, donc de la famille des Zygènes, qui était considéré comme disparu du département des Deux-Sèvres depuis 1960 et qui a donc été retrouvé en 2019 sur le camp. Donc ça appuie encore plus notre idée d'exceptionnalité du camp d'Avaux. Et on va en rajouter une couche cette année, puisqu'il avait manqué en 2019 les inventaires ornithologiques. Donc le ministère des Armées nous refinance cette année, avec le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, les inventaires ornithologiques. Donc, en conclusion, j'ose espérer vous avoir convaincu qu'un terrain militaire, ça peut être un espace naturel, que les activités militaires, elles ne sont pas forcément incompatibles avec l'accueil de la biodiversité. C'est souvent ce qu'on pense, et là, voilà, montrer que ce n'est pas systématiquement incompatible. Et le camp d'Avon, c'est un bon exemple d'un partenariat écologique réussi avec un conservatoire. Donc tout ça, à ce titre-là, le camp d'Avon, il fait partie des 10 sites pilotes dans le programme européen Life Nature Army, qui vise à promouvoir et à renforcer l'armée dans son rôle de gestionnaire d'espaces naturels, et en particulier de sites Natura 2000 en France et en Europe. La présentation est terminée, mais maintenant j'attends toutes vos questions. Alors c'est moins convivial hein, comme causerie de le faire
parce que là, il n'y a que moi qui cause finalement, et vous allez m'envoyer des petits messages, et j'espère pouvoir répondre à vos questions. C'est moins convivial, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Alors j'attends vos petites remarques. Un petit peu de décalage. Bonjour, camarade Bologne. Bon, ben, je vois qu'il y a des gens qui connaissent déjà bien quand même le camp d'Avon qui sont présents à cette causerie. Alors Étienne me demande quel est le second terrain militaire en Deux-Sèvres en convention. C'est le terrain de la Roche-Pichet, donc sur la commune de Sainte-Éanne. Il dépend aussi de l'ENSOA de Saint-Mexant. C'est un deuxième site d'entraînement, alors qui sert plus à de la course d'orientation. Lui, il fait que 67 hectares par rapport au camp d'Avon. Forcément, c'est plus petit. Mais du coup, on est sur un site très bocagé aussi. Alors, combien d'agriculteurs utilisent le site? Il y a des conventions avec 6 agriculteurs en tout sur le camp. Donc chacun a ses zones, voilà, ses zones contractualisées, clôturées, et vient faire paître ses bovins. Donc peut-être juste sur le live Nature Army dont j'ai parlé juste à la fin, euh, le camp, voilà, il fait partie des 10 sites pilotes hein, en France, et notamment pour essayer de retranscrire notre partenariat finalement sur d'autres camps militaires, aussi avec d'autres conservatoires, parce que pour d'autres conservatoires en France, ben, c'est pas aussi avancé. Voilà, on est à plus de 20 ans maintenant de partenariat, donc je dirais que ça roule, ça marche bien, mais d'autres sont plutôt récents dans le partenariat avec des terrains militaires. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi euh, aider ceux qui débutent avec les expériences de terrain qui, eux, et de conservatoires qui ont déjà plus d'expérience en gestion d'espaces militaires et de contact et d'échange avec les militaires. Donc on espère pouvoir voilà, transposer ça ailleurs, et le type de convention, de partenariat. Maintenant, chaque site militaire est aussi différent. Il n'a pas la même utilisation. Donc tout n'est pas forcément à retranscrire. Alors on me demande depuis combien de temps moi je travaille avec les militaires de Saint-Mexant. Donc ben, ça fait 10 ans maintenant. Donc c'est vrai que ça permet ben, une stabilité, une certaine confiance et des habitudes de travail. Euh, Souvent, voilà, en échangeant avec d'autres collègues, d'autres conservatoires qui travaillent avec des militaires, ce qui ressort des fois de frustrant, c'est que de par leur métier, de par leur mission, ben voilà, les interlocuteurs militaires sont mutés régulièrement, et donc on change assez fréquemment d'interlocuteurs. Euh, Là, sur Avon, c'est relativement stable. Et puis moi, voilà, je suis là depuis 10 ans, donc au final, il y a aussi une confiance qui s'est installée. Euh, voilà, je pense que à Saint-Mexin l'école, ils savent qu'on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, ça facilite aussi le relationnel.
Alors merci pour le commentaire, pour vos commentaires positifs, hein, et effectivement le but c'était bien de montrer le côté positif des camps militaires pour la préservation de la biodiversité. Qu'est-ce que je pourrais rajouter en attendant vos autres questions? Aujourd'hui, hein, le fait justement d'avoir 20 ans de recul sur le partenariat, je vous parlais de confiance, c'est vrai que voilà, ça permet maintenant d'être sollicité. Je vous parlais tout à l'heure d'assistance technique sur le volet environnemental. Et bien c'est vrai que voilà, l'ENSOA va du coup assez fréquemment solliciter le conservatoire sur des questions environnementales pour savoir si on a un avis à donner, si on a quelque chose à rajouter sur les travaux qui peuvent avoir lieu sur le camp. Donc c'est devenu beaucoup plus systématique. Euh, alors il ne faut pas oublier aussi qu'on est en site Natura 2000, donc voilà, il y a aussi une réglementation via Natura 2000 et notamment des évaluations d'incidence qui font qu'on ne peut pas de toute façon faire n'importe quoi. Mais voilà, c'est devenu quelque chose d'assez systématique de la part des militaires de consulter le conservatoire. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, j'ai une question sur quelles sont les espèces de chauves-souris présentes sur le camp. Alors, je n'ai pas révisé les listes d'espèces, mais on a. Alors, je suis en mesure de dire qu'on a 14 espèces de chauves-souris qui avaient été inventoriées. Euh, Tout le cortège hein, lié au bocage, forcément. Après, on n'a pas trouvé de gîte, alors, de gîte de reproduction de chauves-souris parce que le site finalement s'y prête pas trop dans les bâtiments concernés par les activités militaires. D'où l'idée de proposer, comme je vous disais tout à l'heure, des gîtes artificiels en fait, hein, de voir comment on peut aménager et faciliter l'installation de gîtes de chauves-souris dans les bâtiments militaires. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est des propositions et ça va être à adapter parce que certains bâtiments sont très utilisés pour l'entraînement et pour l'enseignement. Du coup, on ne peut pas mettre un gîte à chauve-souris à un endroit qui risque d'être dérangé en permanence. Donc ça, c'est après, voilà, c'est aussi de la négociation et du bon sens en fonction de l'activité exercée par les militaires. Donc, y a-t-il des gîtes installés? Pour l'instant, pas encore. Alors, y a-t-il des nichoirs pour les oiseaux? Non. Voilà, je pense que le site est suffisamment naturel, comme ça c'est démontré là. On est quand même sur un site très bocagé, donc il y a énormément de haies et de bosquets, de petits bois. Euh, donc on estime que c'est pas nécessaire de rajouter des nichoirs à oiseaux sur le camp. De rien, Laurence, merci d'avoir posé toutes tes questions. Donc c'est pour ça que j'y réponds. Je ne sais pas si du coup d'autres personnes ont des interrogations un peu sur le genre d'action qu'on peut mener, des précisions sur, le, sur les partenariats, sur les travaux, sur les suivis. Ou alors c'est que j'ai été suffisamment claire et tellement claire que ça ne nécessite pas de questions. Bonne soirée, merci Sabrina.
Avez-vous fait des plans de gestion sur ce type de site et êtes-vous en lien avec d'autres structures pour les études menées sur ce site? Alors, des plans de gestion, oui, il y en a un sur le camp d'Avon, mais qui date un peu maintenant et qu'il est largement temps de rafraîchir. C'est aussi un peu l'intérêt maintenant avec les nouveaux inventaires qu'on a eu en 2019 et les nouveaux de 2021. Ça va permettre un peu de réorienter éventuellement et de proposer d'autres types d'actions. Après, réorienter la gestion, finalement, ça peut être quelque chose de très ponctuel parce que au final, on voit bien que s'il y a déjà toutes ces espèces de présentes, euh, c'est que la gestion du coin, elle est déjà, a priori, suffisamment bonne pour que ces espèces, elles s'y plaisent. Donc peut-être que ça pourrait être proposer quelques actions très ponctuelles en faveur de quelques espèces sur un endroit bien particulier. Mais en tout cas, la révision du plan de gestion va, de fait, ne va pas révolutionner toute la gestion du camp, bien sûr. Après, est-ce qu'on travaille en lien avec d'autres structures? Alors oui, notamment pour tout ce qui est suivi et inventaire, puisque ça, c'est pas le conservatoire qui le fait en direct. Donc, comme je disais, on travaille avec le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, avec Deux-Sèvres Nature Environnement, avec le conservatoire botanique sud-atlantique, plus ponctuellement avec le CNRS de Chizé, là notamment sur un suivi sur les reptiles. Voilà, c'est essentiellement ces partenaires-là. L'association Prom-Est également, qui, qui vient parfois sur le camp, donc c'est essentiellement ces partenaires-là. Laurence me demande combien de sonneurs au dernier inventaire. Alors, j'ai pas le tout tout-dernier, mais on peut estimer. Alors, l'histoire des sonneurs, hein, c'est pareil, ça date d'il y a plus de 20 ans. La première fois que les sonneurs ont été contactés, il y en avait à peine quelques dizaines, hein, c'était supposé 30 maxi. L'action des militaires a été de favoriser la population de sonneurs, donc suite à des recommandations du conservatoire, de recréer des ornières complémentaires. Les militaires les alimentent en eau avec l'eau de pluie récupérée d'une toiture régulièrement, ce qui fait qu'on a pu booster comme ça la population de sonneurs sur le camp. Et aujourd'hui, avec les comptages et les estimations statistiques, on peut largement supposer que la population a été multipliée par 10 parce qu'on est à largement plus de 300 individus de sonneurs sur le camp. Donc on est sur une des dernières, mais au moins la plus grosse station de sonneurs à ventre jaune des Deux-Sèvres. C'est pour ça que je disais que c'est la star du camp. C'est une espèce qui a vraiment concentré un maximum d'actions en sa faveur et des actions qui ont très bien marché sur la préservation de cette espèce-là. Alors, dernière question promis. Non, vas-y Laurence, pose des questions. Comment les militaires sont-ils sensibilisés à ce partenariat? Eh bien, c'est là que je disais qu'on n'était pas forcément les meilleurs en termes de com, alors autant sur la sensibilisation au patrimoine naturel et finalement sur ce partenariat. Alors, évidemment, les principaux acteurs, c'est-à-dire le chef de camp et son personnel, mon interlocuteur direct, l'ENSOA Saint-Mexan, quelques hauts gradés sont au courant, évidemment, de ce qui se passe. Le personnel du camp, je veux dire, on se voit, je ne vais pas dire au quotidien, mais très souvent, ou au moins au téléphone. Donc forcément, les gens qui gravitent vraiment à l'immédiat autour du camp sont au courant de ce partenariat et c'est justement bien les échanges qu'on a ensemble qui font que ce partenariat marche. Après, au niveau national, maintenant, c'est quelque chose qui est bien connu du ministère des Armées à Paris, de par le programme LIFE européen. Voilà, il y a quand même toute une émulation autour du camp d'Avon, donc c'est des choses qui sont aussi quand même connues, reconnues au niveau aussi national.
Maintenant, je ne suis pas sûre qu'effectivement tous les élèves, les 3500 élèves par an qui passent s'entraîner à Saint-Mexan et sur le camp d'Avon soient au courant de ce partenariat. Merci Laurence d'avoir posé cette question. Il y en a encore une dernière. Alors je rappelle, hein, n'oubliez pas la causerie du 7 mai à 18h30 pour tout savoir du conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine le vendredi 7 mai. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette petite présentation. J'espère que du coup vous en savez plus et que vous repartez convaincus sur l'intérêt aussi des terrains militaires pour la préservation de la biodiversité. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à recontacter le conservatoire si vous avez besoin d'informations complémentaires. Au revoir.